En arrivant, je me souviens avoir ressenti ce sentiment de sécurité, en fait, d'apaisement, de sécurité, parce que j'arrivais au Danemark et c'est un pays tellement secure où, voilà, en Mhm. gros, rien ne pouvait m'arriver là. Salut à toi et merci d'avoir choisi d'écouter un de mes podcasts aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Fille Expat, chaîne pas seulement dédiée pour les femmes. Alors si tu es un homme, sache que tu es toi aussi le bienvenu. Si tu ne le sais pas déjà, tu y découvriras tous les mardis la conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec une femme qui a osé sauter le pas de l'expatriation. Sans plus attendre, je te souhaite une très bonne écoute. Salut à tous et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais je suis super excitée. Car le pays dont on va parler aujourd'hui, je ne sais pas toi, mais moi ça fait déjà plusieurs années que je le vois cité comme un des pays les plus heureux au monde. Et bien évidemment, je pense que nous sommes tous à la recherche d'une vie heureuse. Après tout, on n'en a qu'une. Donc voilà, je me suis toujours intéressée pourquoi on cite ce pays et d'autres d'ailleurs comme les plus heureux au monde. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de pouvoir discuter avec une personne qui y a vécu pendant plusieurs années en plus et qui du coup va pouvoir répondre à toutes mes questions et me confirmer si oui ou non ce pays est un des plus heureux au monde. Voilà, donc sans plus attendre, est-ce que tu pourrais te présenter en commençant par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement? Bonjour à tous, à toutes. Je m'appelle Cynthia, j'ai 42 ans et je vis au Danemark, dans pour le moment, une toute petite ville qui s'appelle Billund. Et après avoir vécu pendant de nombreuses années à Aarhus, qui est la seconde plus grande ville du Danemark après Copenhague. Voilà, donc Danemark, donc les pays nordiques qui reviennent plusieurs fois comme les pays les plus heureux. Et le Danemark, je crois qu'il est dans le top 3 depuis plusieurs Oui. années. Donc voilà. Alors avant de commencer à parler du pays en soi et de leur façon de vivre, tu t'es expatrié il y a maintenant 19 ans. Oui. Donc quand tu es parti, tu en avais 23 si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc est-ce que tu te souviens, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire qui tu étais à cette époque, quel genre d'études tu faisais et quelques traits peut-être de ta personnalité? Oui, alors donc je suis partie, oui, en 2001. Je venais de finir mes études. Je fais passer un master en design industriel à Nantes, à l'école de Nantes. Et donc forcément, je recherchais un emploi. Et puis, bon, j'avais de grands rêves et de grandes ambitions. Et je voulais surtout, voilà, trouver un emploi dans le design et puis trouver un emploi qui me passionne. Et puis, j'ai pris la décision, en fait, tout simplement d'envoyer ma candidature dans une grande entreprise danoise. Et puis, je voulais envoyer une candidature spontanée, mais en fait, la chance a voulu que j'ai trouvé une offre d'emploi. Ils recherchaient des designers. Donc, c'était vraiment le bon moment, en fait. C'était parfait. À la base, je me posais des questions si je devais m'expatrier ou pas, parce que j'étais vraiment tentée par une autre expérience à l'étranger. J'avais passé 6 mois aux États-Unis pour mes études, en fait, en 1999, 2 ans auparavant. Et là, je voyais vraiment, bon, on a cette expression, l'herbe est plus verte ailleurs. Et là, c'était vraiment le cas. En fait, j'ai vu des opportunités s'ouvrir à moi aux États-Unis que je ne soupçonnais même pas, en fait. Et donc, en rentrant en France, je me disais oui, j'aimerais bien repartir, ressentir à nouveau ce sentiment d'aventure que j'avais, que tout était possible et tout ça. Donc voilà, donc j'ai envoyé ma candidature et puis tout s'est fait en fait très très rapidement. En gros, je cherchais un emploi depuis peut-être 3 4 mois. Bon, voilà, sur Paris, ça menait à pas grand-chose. Et puis donc j'envoie mon CV et tout donc au Danemark. Et puis 2 semaines plus tard, on me convoque pour un entretien chez eux. Et puis en fait, ils faisaient ça, ils le font toujours, hein, dans le format de workshop, en fait, d'atelier, où ils convoquent, on va dire, peut-être une vingtaine, une trentaine de candidats et ils les font travailler pendant 2 jours. C'est rémunéré.
Et puis, donc, on travaille, puisque comme je suis dans le design, en fait, on nous donne Mhm. directement des sujets sur lesquels bosser. On montre donc notre book, notre portfolio, forcément, le travail qu'on a fait avant. On peut avoir donc des entretiens avec les recruteurs, les managers, et ils peuvent aussi nous voir travailler en solo et travailler en équipe. Donc voilà, après ces 2 jours, je n'étais pas sûre du tout parce qu'en fait, mon niveau d'anglais n'était pas terrible et tous les autres candidats, à part, on va dire, quelques Scandinaves, quelques Allemands, ils avaient tous l'anglais comme langue native. Mhm. Donc voilà, alors je suis revenue et puis une semaine après, je reçois le coup de fil comme quoi je décrochais le boulot. Le coup de fil qui allait changer ta vie. Le coup de fil qui allait changer ma vie, voilà, exactement. Est-ce que tu te souviens pourquoi le Danemark? Est-ce que dans ta tête, après les États-Unis, tu t'es dit je vais aller au Danemark ou c'était juste un pays parmi tant d'autres? En fait, je dis souvent, même aux Danois, que je n'ai pas choisi le Danemark, j'ai choisi l'entreprise, hein, j'ai choisi le Ok. boulot. En fait, moi, c'était le boulot de mes rêves, tout simplement. Donc, voilà, à la base, je voulais repartir aux États-Unis, mais il y avait les histoires de visa. Bon, c'était très difficile de postuler à distance et puis surtout jeune diplômée, sans expérience. Voilà, c'était difficile. Donc il y a eu cette opportunité au Danemark. Donc je n'ai pas choisi le Danemark, j'ai choisi mon boulot de rêve, mais je me souviens avoir pensé que quand même la Scandinavie, c'était pas mal. Et d'ailleurs, j'hésitais à la base entre partir aux États-Unis pour mon séjour à l'étranger, entre les États-Unis et la Suède. Et donc voilà, donc je me suis dit, bon, une destination scandinave, c'est pas mal, tout fonctionne bien là-bas, ils ont un haut niveau de vie, voilà, je vais aller voir ça de plus près en même temps, même si c'était pas ma motivation principale. D'accord. Non, mais c'est pas mal d'avoir choisi un métier plutôt que d'avoir choisi le pays. Et franchement, leur processus de recrutement, il est quand même incroyable. En plus, t'es payé pour aller passer des entretiens. Et oui. Donc, enfin, je trouve ça génial. C'est normal au Danemark d'embaucher comme ça ou c'était propre à ton entreprise, est-ce que tu sais? Je pense que c'était propre à mon entreprise puisque Ok. c'est une grande entreprise internationale, donc ils voulaient s'assurer de recruter à l'étranger en fait. Mhm. Et puis, mais en général, c'est vrai que au Danemark, en général, les entreprises ont une grande éthique. Et donc, voilà, c'est les valeurs scandinaves. Ils ont tendance à faire les choses de façon très juste, très réglementaire, à toujours suivre, voilà, suivre les règles et puis faire les choses proprement. Donc, voilà, inviter des personnes sur plusieurs jours pour passer des entretiens. Et on a vu la réputation de l'entreprise. C'est un peu normal de rémunérer pour ça. Et puis, par contre, de aussi nous payer nos billets d'avion, ça, c'était pas mal. Ah bah tu m'étonnes. C'est clair, surtout Ouais. quand tu sors de l'école et qu'on te paye pour venir passer un entretien et qu'en plus on te fait voyager par la même occasion, c'est quand même top quoi. Ah oui, ça, Mm. c'est sûr, c'est super. À ce moment-là, est-ce que tu vivais encore chez tes parents ou tu avais déjà ton propre logement? Alors, j'étais revenue chez mes parents, en fait, après avoir vécu dans mon propre logement. Et puis, ben, la raison était forcément que je n'avais pas de travail. Donc, voilà. Et étant trop jeune pour avoir droit à quoi que ce soit, forcément, je n'avais pas du tout les moyens. Bah écoute, c'est Euh, pas plus mal parce que du coup, préparer le départ, c'est encore plus simple. T'as juste une voilà. valise à faire. Voilà, exactement. Donc, je préparais le départ de chez mes parents. Puis, j'ai aussi pris un petit boulot en attendant, en fait, de trouver quelque chose de plus sérieux pour ma Ok. carrière. Et est-ce que tu te souviens la réaction de ton entourage au moment où tu leur as annoncé que tu venais d'avoir le coup de fil qui allait changer cette vie? Alors, oui, en fait, je me souviendrai surtout du coup de fil que je leur ai passé quand je leur ai dit que je partais au Danemark pour un entretien, voilà,
pour un entretien, simplement pour un emploi. Donc, mes parents, c'était le choc. Bon, déjà, je leur avais déjà fourni des chocs de ce type-là quelques années avant, en partant aux États-Unis et en ne voulant pas rentrer. Mais là, oui, là, ils s'y attendaient absolument pas, en fait, puisqu'ils savaient pas que j'avais postulé à l'étranger. Donc, eux, ils trouvaient ça tout simplement très suspicieux qu'une entreprise veuille me faire venir pour un entretien et me payer mes billets d'avion et tout ça. Donc, forcément, ils ont essayé de me dire de ne pas y aller. Ah, Et donc, je ne les ai pas écoutés, forcément. Et voilà, je suis partie. Et puis après, lorsque je leur ai dit que j'avais donc reçu une offre d'emploi, euh, bon, là, ça a été un petit peu différent en fait. Parce que du coup, ma mère, enfin, elle avait surtout envie de me soutenir. Elle avait surtout envie que j'aille jusqu'au bout de mes rêves. Et voilà, simplement que je me trouve une bonne situation. Je pense que tous les parents souhaitent ça pour leurs enfants, en fait. Donc, même si je sentais que eux, d'un point de vue personnel, je sentais le sacrifice quand même. Je sentais un petit peu la lourdeur au cœur, mais bon, non, ils m'ont soutenu, mhm. ils m'ont laissé faire les choses. Ouais. Après, le Danemark, c'est moins loin que les États-Unis, donc j'espère ils se sont dit ça à ce moment-là. Voilà. Et est-ce que toi, tu as des sœurs ou des frères par hasard? Alors oui, j'ai une petite sœur qui, à l'époque, était ado. En fait, elle n'avait que 17 ans. D'accord. Et puis, donc, elle vivait aussi chez mes parents. Et puis voilà, je me souviens pas trop de ses réactions à elle, en fait. C'est bizarre. Je pense que j'étais tellement dans ma petite bulle entre mes parents, mon copain, mes amis. Bon, je pense Voilà. qu'à l'âge-là, elle devait être admiratif et se dire génial, l'été prochain, je sais où je vais aller en vacances. Pas vraiment, non. Non? C'était pas du tout son truc, à elle, de Non. partir à Non. l'étranger, mais alors pas du tout. Ah, ouais, bah écoute, moi j'ai un frère jumeau et à l'époque où moi je voyageais déjà beaucoup, c'était pas son truc à lui non plus. Maintenant ça a changé, mais. Et tes parents, eux, est-ce qu'ils étaient du genre à voyager? Un petit peu, mais plutôt pas très loin en Europe. En fait, on est allé, enfin, voilà, les pays du Sud, l'Espagne, Espagne, Tunisie, et tout ça, on voyageait, mais pas énormément en fait. D'accord. C'était mon grand-père, mes grands-parents voyageaient davantage, Ok. euh, mais en Europe. Ouais. Ouais, et puis j'ai envie de dire que maintenant c'est quand même plus accessible par rapport à même les années 2000. C'était accessible, mais c'était quand même un sacré coût. Complètement. Ouais, donc Ah oui, 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 complètement. Bah, c'est vrai que le marché du low cost a tout révolutionné à ce niveau-là. carrément. Moi je me souviens être allée, j'avais pris un vol Allemagne-Stockholm pour 50 euros l'aller-retour, quoi. Quand Ah j'avais la ouais. vingtaine. C'est Ah fou quand même, hein. Vive le low cost. Et du coup, est-ce que tu te souviens combien de temps il y a eu entre le moment où ils t'ont appelé pour te dire on vous prend dans notre entreprise et le moment où tu devais partir? un mois environ. Ok. Oui, voilà, c'est ça. J'ai pris un petit temps de réflexion de quelques jours, une semaine peut-être. Et puis voilà, je déménageais un mois plus tard, j'étais là-bas. Mhm. Est-ce que tu te souviens par hasard comment tu te sentais la veille de partir, par exemple? Ou le jour même? J'étais complètement surexcitée. Super heureuse, super contente. Je n'avais aucun doute, aucun regret. Voilà, oui. D'ailleurs, à l'époque, j'hésitais quand même beaucoup moins que maintenant, je dois dire. Mais j'étais juste super heureuse l'aventure qui m'attendait en fait. Parfait. Oui, et du coup, au Danemark, donc il n'y avait pas de démarche de visa ou quoi que ce soit au niveau administratif, c'était plus simple que les États-Unis. Oui, voilà, exactement. Mhm. Donc, non seulement c'était beaucoup plus simple par rapport au fait que c'est l'Europe, forcément, et en plus, les Danois donc, sont extrêmement bien organisés, tout fonctionne au mieux, et en plus, j'avais l'entreprise qui m'aidait à faire toutes les démarches. Ah, génial. Voilà. Super. Et donc, là, maintenant, tu prends ton avion, tu t'envoles pour, j'imagine, tu t'es envolé pour Copenhague? Pour Billund, Pour Billund, ah, directement dans voilà, la... Ok. voilà, voilà. Est-ce que tu te souviens, quand t'es arrivé sur place, est-ce qu'on t'a accueilli? Est-ce que tu es arrivé seule? Ouais, c'était assez spécial parce qu'en fait, je suis arrivée 10 jours
après le 11 septembre. Et je me souviens que voilà, j'avais encore ça en moi, ce choc en fait, de ce qui venait de se passer. J'avais peur de l'avion en plus, Ah du oui. coup. Et puis, donc voilà, j'ai pris l'avion comme ça, mais du coup, en arrivant, je me souviens avoir ressenti ce sentiment de sécurité, en fait, d'apaisement, de sécurité, parce que j'arrivais au Danemark et c'est un pays tellement secure où, voilà, rien, en Mhm. gros, rien ne pouvait m'arriver là. Et j'ai eu un collègue de travail qui est venu me chercher à l'aéroport, ce que j'ai trouvé très très gentil aussi. Donc, il est venu me Mhm. chercher en voiture, voiture de l'entreprise. Et puis, voilà, pour m'accueillir et déposer mon sac, parce que j'arrivais avec juste un sac à dos Mhm. seulement. Voilà, le container suivait derrière. Enfin, un container de pas grand-chose, mais bon, quelques meubles et puis quelques petites choses pour démarrer. Est-ce que tu avais déjà pu trouver un logement à distance ou est-ce que tu arrivais à l'hôtel d'abord pour chercher quelque chose? Alors pareil, j'avais déjà le logement qui m'attendait parce que pareil, l'entreprise m'avait déjà aussi trouvé le logement. Donc le logement m'attendait, par contre, et il était complètement vide, Oui. forcément. Donc au tout départ, j'ai juste dormi sur un matelas gonflable qu'on m'a prêté. Et puis voilà. Mais c'est vrai que pour ça, oui, pour ça, tout était fait. Il m'avait vraiment aidé. Et puis en plus, pour ce qui est de la caution, donc on a des cautions très très élevées en fait au Danemark. Je n'avais absolument pas d'argent étant étudiante venant de France et ils m'ont aussi aidé pour ça. Donc voilà, j'ai pas à me plaindre, mais bon, forcément, la première nuit, toute seule sur mon matelas gonflable, sans internet, sans rien, même pas d'électricité en plus parce que c'était pas installé. Ah oui. Donc voilà, je me suis dit, oulala, mais en même temps, c'est génial, mais ouais, oulala. Tu vois, c'est drôle parce que moi, ma première expatriation, ça a été ça aussi. J'ai dormi sur un matelas, j'avais pas un meuble. C'était différent. La deuxième expatriation, là, j'ai appris la leçon. J'ai dit à l'entreprise, non, vous me payez l'hôtel pendant 2 semaines. Le temps Voilà. que je règle tout ce qui est internet, électricité, meubles, que mon conteneur arrive parce que, bon, vivre une soirée, ça va, mais quand ça reste sur plusieurs Voilà. jours, ça peut être un petit peu pesant, quoi. Ça, c'est un très bon conseil. Mhm, Et ouais. qui est justement avec l'expérience, en fait. Mais c'est ça. Et puis en plus, quand on sort de l'école, parce que j'étais comme toi, hein, je sortais de l'école, c'était mon premier travail, on ne sait pas tout ce qu'on peut négocier en termes de contrat d'expatriation. Et c'est vrai qu'on apprend avec l'âge, quoi, du coup. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses qu'en général, les entreprises, ils n'hésiteront pas à dire oui, quoi, parce que ça va pas leur coûter grand-chose. En général, ils ont des partenariats Oui. avec des hôtels en plus. Donc, c'est quand même bien, Tout quoi. à fait, tout à fait, tout Mhm. à fait. Et puis bon, je pense que c'est vrai que quand c'est notre premier boulot sorti de l'école, on a tendance à se dire ah bon, j'ai déjà de la chance d'avoir trouvé quelque chose et on a du mal à demander, mais en fait c'est vrai qu'il faut parce que eux ça leur coûte pas grand-chose et, Exactement. et voilà. Ouais. Et donc, je pense que tu le sais, aux États-Unis, il y avait, et même au Canada d'ailleurs, il faut toujours avoir ce numéro de sécurité sociale parce qu'à partir de ça, on ne peut pas ouvrir grand-chose. Est-ce que c'est pareil au Danemark? Pareil, Oui. exactement pareil. Tout est centralisé autour du fameux numéro de sécurité sociale. Et donc, voilà, tu ne peux rien faire. Tu ne Mhm. peux même pas ouvrir de compte en banque ou même d'abonnement à la salle de gym, rien. Donc, il faut vraiment ce fameux numéro en premier. Ouais. Et toi, du coup, je pense que comme tu avais déjà un contrat de travail, ça devait être plus simple pour obtenir ce Ça a été numéro. très rapide. Ouais. Donc, c'est quand même bien peut-être ouais, de trouver un emploi avant de partir. Ah, ça facilite. Ouais. Et alors, tu disais que ton anglais était un peu bancal. Oui, Ton danois, j'imagine qu'il devait être inexistant. inexistant, On n'avait exactement. pas Duolingo en 2001. Voilà. Donc tu te souviens un peu comment ça s'est passé pour toi en termes de langue? Oui, donc je suis arrivée donc parlant difficilement l'anglais, c'était donc difficile. Heureusement, les personnes autour de moi étaient très très patientes avec moi, mais c'est vrai que la première semaine, je me suis sentie un peu seule. Surtout, voilà, tous les autres parlaient couramment anglais. En plus, j'étais la première française qui arrivait. Mais donc, je me souviens, mon manager m'a proposé donc des cours de langue et elle m'a demandé est-ce que tu veux prendre des cours d'anglais ou des cours de danois? Et à ce moment-là, je lui ai dit
Non, je vais aller directement prendre les cours de danois parce que l'anglais, ça va venir tout seul, juste en étant ici, vu que la langue officielle de l'entreprise, c'est l'anglais, et juste en étant avec tous mes amis anglais, donc les autres designers qui avaient été recrutés en même temps que moi. Et donc voilà, et c'est vrai qu'au bout d'un mois, l'anglais, il n'y avait pas de souci Ah, du tout. génial. Ouais. J'ai lu quelque part que le gouvernement, il propose des cours gratuits. Donc je sais pas si c'est vrai. De danois? Oui, Oui. Ah oui, oui, ouais. tout à fait. Donc là, c'était pas propre à ton entreprise, c'était aussi le gouvernement. Oui, voilà. En fait, c'est juste que à l'époque, c'était l'entreprise qui me proposait juste en fait de faire venir un professeur pour nous apprendre, enfin en groupe en fait. Oui, ah, Donc plutôt génial. que ce soit à nous de nous rendre au cours, en fait, c'était le prof qui venait chez nous. C'est génial. Donc oui, les grandes entreprises organisent ça. Mais sinon, si on n'est pas dans le cadre d'une grande entreprise, oui, dès qu'on arrive au Danemark, on peut s'inscrire à des cours de danois et puis on passe différents modules. À un moment, ils ont un peu changé les lois où il fallait payer le module, en fait, avancer l'argent. Et ensuite, on était remboursé quand on passait le diplôme, parce qu'en fait, c'était pour éviter que voilà, tous les expats arrivent et on s'inscrit tous et on Mhm. coûte des sous au gouvernement et en fait, ça ne sert à rien. Voilà. Ok, cool. Et en termes d'intégration, que ce soit dans ton entreprise ou personnellement en dehors de ton travail, tu te souviens si c'était assez simple? Oui, alors, en fait, je sais que mon expérience personnelle n'est pas vraiment représentative de ce que ressentent les expatriés ici en général. Personnellement, je suis arrivée, j'avais déjà en gros un groupe d'amis qui m'attendaient. C'était les autres designers qui avaient été recrutés en même temps que moi. Donc, on était vraiment dans cette bulle d'expats, arrivés dans ce petit village danois perdu au milieu de nulle part. Et donc des super amitiés. Vraiment, je garde de superbes souvenirs. Et par rapport à ça, voilà, j'ai commencé là et ensuite j'ai élargi mon cercle d'amis à d'autres expats d'abord et ensuite aux Danois, on va dire aux Danois de mon âge, via ces relations des expats parce que du coup, j'avais beaucoup d'amis. Des amis mecs en fait, puisque le design industriel est particulièrement masculin. Donc beaucoup d'amis mecs qui eux rencontraient des filles danoises avec qui ils sortaient et donc par cet intermédiaire, du coup je devenais amie avec les filles danoises et puis voilà, c'est comme ça en fait que je me suis fait mon cercle d'amis danois. Mais je sais que les expats se plaignent beaucoup de ne pas réussir à se faire d'amis danois en fait. D'accord. Tu vois, c'est marrant parce que je sais pas si tu vois ma tête, mais plus tu parles et plus j'ai l'impression qu'on a vécu les mêmes choses. Parce que moi, c'est un truc de fou. Parce que moi aussi, je suis arrivée aux États-Unis et je suis arrivée, bah, pas avec des expats, mais tu sais, les Américains, ils bougent beaucoup entre les États. Et donc, je me Oui, suis oui, retrouvée au même moment avec un groupe d'ingénieurs qui venaient de partout aux États-Unis. Donc, oui. pareil, qui ne connaissaient personne et on était tous super contents. C'était notre premier boulot. J'étais la seule femme aussi parce que du coup, sidérurgie, bah, c'est un monde très Ah, masculin. oui, Et pareil, moi, ça a été super simple parce que du coup, je me suis retrouvée avec eux qui, eux, après, m'introduisaient, enfin, d'autres personnes. Enfin, c'est trop drôle en fait, comme j'ai l'impression on a plein de choses en commun en termes de notre expérience d'expat. Et est-ce qu'il y a autre chose qui t'aurait marqué ou qui t'a peut-être déçu, ou que ce soit positif ou négatif au niveau du Danemark? oui, mais en fait, je me souviens de mes premiers ressentis, c'était d'être déçue. Ouais, d'être déçue par les Danois, en fait. D'être déçue qu'ils soient pas plus avenants, leur personnalité, je sais pas, je m'attendais à autre chose. Et puis, voilà. Moi, c'était, oui, finalement, la seule déception que j'ai eue. Je savais que, bon, j'arrivais en campagne danoise et puis, bon, je suis plutôt une citadine. Donc voilà, je m'attendais à ce genre de challenge Mhm. aussi. Mais ça, c'est pas propre au Danemark. Donc voilà. D'accord. Bah, comme je t'ai dit, j'ai lu pas mal de choses sur le Danemark, comme il m'intéressait beaucoup comme pays. J'ai lu qu'ils font pas de pause café.
Ah oui, non, c'est marrant parce que oui, j'ai eu cette conversation il y a quelques jours, la culture de la pause café, et non qu'on n'en a pas. Donc en fait, au Danemark, bon là, c'est sûr qu'avec le Covid, les choses ont été un peu bouleversées, Oui. mais normalement, la culture au travail, c'est qu'on a vraiment des horaires de travail donc très, très compacts. Donc on travaille de 8 heures à 16 heures, et à 16 heures, tout le monde part, tout le monde rentre chez lui parce que voilà, les gens ont des enfants à récupérer, tout ça, mais même quand on est célibataire sans enfants, c'est respecté, c'est vraiment 8 heures, 16 heures. Donc ça veut dire qu'il ne reste que très très peu de temps au cours de la journée pour prendre des pauses. Donc pas de pause, même pause déjeuner très très brève. Maximum une demi-heure, et encore quand on en prend une, mais sinon non, pas de pause café, non. C'est parfois on se retrouve par accident autour de la machine à café, et voilà, donc forcément on va dire deux, trois trucs, mais il faut surtout pas, on s'éternise pas du tout en fait. Mhm. Tout le monde est très efficace. Ouais, parce que, enfin, moi, ce que j'aime bien dans la pause café, en fait, c'est aussi que pendant la pause café, tu peux parler travail avec tes collègues. T'es pas forcément obligé de parler de ce que t'as fait le week-end. Mais des fois, quand Oui. tu parles de choses professionnelles autour d'un café, je trouve que les choses sont un petit peu plus relaxes que si t'étais dans une salle de réunion, par exemple. Ah oui, oui, complètement. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs cet aspect qui me manque en ce moment dans le travail en remote, à distance. Euh, mais bon, on a quand même, c'est vrai que même si on parle pas énormément autour de la machine à café, on va quand même parler un tout petit peu. Et Mhm. puis, quand on se croise, voilà, quand on se croise dans les couloirs, quand on était à côté du bureau de l'autre, on arrive quand même à avoir ces petites conversations, oui, pas forcément personnelles, mais au niveau du travail, sur d'autres projets, et comment faire les choses et tout ça. Donc oui, non, ça se passe quand même. Ouais, mais j'aime bien aussi cette attitude qui est similaire au Canada et qui est l'opposé des États-Unis, où c'est pas parce que tu restes jusqu'à 20 heures que ça veut dire que tu fais du bon boulot, en fait. Absolument pas. Ouais. C'est une attitude qui est aussi courante en Allemagne, de ce qu'on m'a dit. C'est que, au contraire, si tu restes tard, c'est que t'as pas été productif et t'as pas été efficace. Donc, il n'y a absolument pas de culture de présentéisme Mhm. dans le pays du Nord. Ouais, donc ça, c'est quand même super bien, quoi. On n'a plus envie de vivre au travail, quoi. Oui, exactement. Et puis en plus, c'est pas parce qu'on passe des heures et des heures et des heures que oui, comme tu dis, enfin, on perd en efficacité. En Mhm. plus, c'est pas possible. Donc non, eux, ils aiment bien justement être efficaces, productifs, et voilà. Et on passe à autre chose à 16 heures. C'est ça. Et comment se sont passés tes premiers hivers? Parce que j'imagine qu'il doit faire nuit tôt là-haut l'hiver, non? Oui, oui, oui. Donc là, voilà, on est en plein hiver, là d'ailleurs. Donc Mhm. il fait nuit noire à 16 heures en décembre, janvier. Et puis, donc le froid ne me dérange pas trop parce que, bon, à la base, je suis de Nantes. Donc c'est un climat un peu similaire, c'est-à-dire un climat océanique. Et il neige rarement. On a toujours, bon, peut-être un petit peu de neige, une semaine peut-être, mais encore pas grand-chose. Donc ici, ce qui est difficile, c'est, donc, comme tu le dis, le fait qu'il fasse nuit aussitôt, et qu'en plus, les journées, il fait jamais vraiment jour. Enfin, tu vois, Mhm. c'est un peu obscurité quand on allume les lumières en journée. Donc, on voit pas le soleil pendant de nombreuses semaines, c'est difficile en fait, voilà. Et puis sinon, c'est il pleut beaucoup, il pleut énormément, il pleut tout le temps. Ah, Et puis il y a beaucoup de vent aussi. Le vent, ça ne s'arrête jamais. Donc le ressenti en fait est plus froid que ce qu'il est, puisque c'est un froid humide. Donc l'hiver est difficile. Oui, oui, ça je vais pas le cacher, hein. C'est c'est comme vivre là où je suis en ce moment, dans le nord-est de la France. oui. Oui, mais bon, du coup, c'est vrai que du coup, on développe une culture autour des hivers difficiles, c'est-à-dire que on rapporte toutes les activités à l'intérieur, et les gens aiment se retrouver chez eux, entre amis, dans la famille, voilà, tout est à l'intérieur. Et la culture du hygge, qu'on appelle ça. Alors Donc, j'allais te demander comment on allait dire ce mot, parce que je l'ai écrit là sur mes notes, mais je ne savais pas comment on le dit. alors voilà, je te le dis, c'est hygge. Hugo, parce que ça s'écrit Hygge.
Voilà, donc le H qu'on prononce un peu, et puis Hugues. le Y, c'est le son U en danois, donc c'est Hygge. D'accord, intéressant, ouais. Et donc je lisais, donc je sais pas si tu vas pouvoir me le confirmer, mais justement dans cette culture du Hugue, euh, Ouais. qu'ils allument énormément de bougies, des réchauffe-plats en fait, et que par an, chaque personne consomme jusqu'à 6 kilos de cire de bougies pour justement ramener un peu de luminosité dans leur vie. Et d'ailleurs, ils appellent un rabat-joie, alors je vais certainement très mal le prononcer, Mhm. Luzer je sais Ouais. pas comment ça se prononce, mais apparemment un rabat-joie, c'est quelqu'un qui éteint les bougies. Et j'ai trouvé ça excellent. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je t'en parle parce que ça me paraît tellement logique en fait. L'hiver, tu vas allumer des bougies et quelqu'un qui les éteint, c'est quelqu'un qui est râleur quoi. Voilà, exactement. Il ne supporte pas les râleurs en plus. Donc, sympa quand on est français avec notre réputation de râleur. Et oui, donc le hygge, oui, c'est allumer oui, c'est allumer les bougies parce que bon, ça participe à l'ambiance chaleureuse, l'ambiance cosy, donc d'où le nombre de bougies qu'il consomme en effet. C'est génial. J'ai lu aussi, que j'ai trouvé super intéressant, une étude anglaise de 2014 sur quand même 18 000 personnes où il démontre que si tu vas au travail en vélo, tu es plus heureux. Donc je ne sais pas, est-ce que tu vas au travail, bon hors Covid, est-ce que tu étais du genre à prendre ton vélo pour aller travailler? Pas du tout. Non. Pas du tout. Mais bon, bon, personnellement, c'est aussi parce que, voilà, là honnêtement, j'habite à 5 minutes du travail à pied. Et puis, avant, j'étais en fait à 100 kilomètres du Ah, travail. Donc, voilà, c'est soit à pied, soit en voiture. Mais bon, je comprends que faire de l'exercice physique avant d'aller au travail, c'est bon pour le moral. C'est bon pour la santé et c'est vrai qu'ici, le vélo est vraiment un moyen de transport en fait. mhm. Donc, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, on est sur son vélo. Voilà, on met juste les bons vêtements. Et d'ailleurs, au Danemark, ils disent toujours qu'il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste de mauvais vêtements. Et Ah, voilà. j'adore. Ouais, parce qu'il faut être motivé quand il pleut. En plus, s'il fait nuit, ça peut être un peu dangereux quand même sur son vélo. Ah oui, j'ai appris une certaine notion d'une certaine motivation ici au Danemark. Voilà, la souffrance du froid, voilà, aller se baigner l'hiver dans la mer et tout ça, c'est très viking tout ça. Oh waouh, c'est fou. Sinon, il y a aussi autre chose qui m'a interpellée quand je me posais cette question du Danemark. Apparemment, ils disent que les magasins, ils ferment tous à 17 h, à partir de 17 h. Oui, et bien en fait, c'est parce qu'en fait, on est dans le même fuseau horaire, mais on a un décalage horaire avec la France. C'est que entre voilà la culture voilà du Nord et du Sud, c'est que bon ici tout commence beaucoup plus tôt et les magasins ferment à 17h, 17h30. Parce que, bon, déjà, nous, on finit le travail à 16h, donc ça nous laisse un petit peu de temps pour aller faire quelques emplettes. Mais aussi, ils estiment, en fait, que les employés des magasins n'auraient pas, en fait, à rester tard le soir, voilà, dans des magasins vides, puisqu'en fait, les personnes rentrent du travail, bon, ils récupèrent leurs enfants, ils rentrent à la maison, ils dînent à 17h, 18h, tout le monde est à dîner. Donc, voilà. Ça J'adore. explique donc la fermeture des magasins très tôt, parce qu'il n'y a aucun besoin d'aller traîner dans les magasins quand on a d'autres choses à faire. Par contre, les supermarchés, eux, restent ouverts tard. D'accord, les supermarchés, eux, oui, ils sont ouverts. Oui, 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 même le dimanche. Oui, et puis les restaurants aussi, j'imagine quand même. Les restaurants, les Ouais. cafés, tout ça, c'est ouvert. Pas en ce moment, hein, mais Oui, hors Covid. voilà. Oui, parce que je lisais aussi que même les magasins, le week-end, à 14 h, ils ferment. Ah oui, alors ça, c'était oui, mon premier choc en arrivant au Danemark. Donc 14 heures le samedi, les magasins ferment et ça, c'est surtout, et ça reste dans les petites villes en fait, puisque dans les plus grandes villes, donc Copenhague et Aarhus, ils ont décalé les horaires d'ouverture au fur et à mesure. Donc voilà, moi je suis là depuis 2001, donc j'ai pu voir le changement et c'est vrai que maintenant, le samedi, les boutiques vont fermer plutôt 17, 18.
parfois 19 heures aussi, mais ça c'est que pour les grandes villes. D'accord, ok. Et en termes de vie, est-ce que la vie est plutôt chère, plutôt pas chère si on compare, en comparant à la France par exemple? Oui, c'est vrai que c'est difficile de comparer Ouais. parce que les salaires sont beaucoup plus élevés qu'en France. On paye aussi énormément d'impôts, même plus qu'en France. Donc oui, la vie est chère. Et en fait, si on compare, je dirais que les biens de consommation sont un peu plus chers, mais pas énormément. Bon, les vêtements et puis les biens de consommation, la nourriture dans les supermarchés et tout ça, c'est un peu plus cher, mais ça va. Mais là où en fait on remarque une grosse différence, c'est au niveau des services en fait. Tout ce qui emploie une personne pour un service. Donc, exemple, aller chez l'esthéticienne, exemple, aller chez le coiffeur, voilà. Là, ça coûte genre le double, voire le triple de la France. Ah ouais. Et j'espère qu'ils n'ont pas en plus de ça, là, tu sais, cette mentalité de donner un pourboire, tu sais, le type. Non, Ok. non, non, absolument pas. Puisque non, il y a pas la culture du type au Ok. Danemark. Et quand tu parlais d'impôts, j'ai lu que c'était un des pays où le taux d'imposition était un des plus élevés au monde. Ouais. Mais j'imagine que tu dois quand même avoir une super sécurité sociale. Oui, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal quand même au niveau de la sécurité sociale. Ici, ils ont ce qu'on appelle la flexi-sécurité. C'est-à-dire que la partie flexible est que tu peux te faire virer, licencier assez facilement. Mais la partie sécurité est qu'on va vraiment t'aider pour retrouver un emploi et surtout, on va te pousser très fortement à retrouver un emploi. Donc, si tu es au chômage, on est vraiment derrière ton dos, en fait. Il faut que tu envoies tant de CV par jour pour continuer à avoir droit à tes droits. Et aussi, la différence, c'est que pour payer mon assurance chômage, je dois la payer de façon privée, en fait. Ce n'est pas compris dans les impôts que je paye. Et en fait, ce qui est compris dans les impôts que je paye, ce serait si je me retrouve vraiment sans rien. Genre, je me retrouve à la rue, j'ai rien. Bon, ben là, dans ces cas-là, ils te reversent quelque chose qu'on appelle le dagpenge. Mais dans ma situation, non, il faut que je souscrive à une assurance chômage en plus pour y avoir le droit. Est-ce que c'est pareil pour le système de retraite, par exemple? Alors non, la retraite, donc je cotise pour ma retraite. Ok. Ouais. Est-ce que tu sais à quel âge? Bon, on est loin de tout ça, mais... Alors, tout change en fait Ouais. ici. C'est donc vu par rapport à l'année à laquelle j'ai commencé à cotiser. Donc la retraite sera à 67 ans pour moi. Mais alors pour les plus jeunes, ça sera après. Il n'y en aura pas. Voilà, 70 ans et tout ça. Donc en fait ici, c'est pas par année de cotisation, c'est l'âge tout simplement. Bon, ici, ils ont tendance à faire finir leurs études beaucoup plus tard que chez nous. Donc moi, j'avais fini mes études à 23 ans. Ici, pour les mêmes études, ils les finissent plutôt à 28, 29. Ah Donc, voilà. oui. Est-ce qu'ils payent leurs études ou est-ce que c'est comme nous et c'est plutôt gratuit? Alors, très bon sujet. Là, je pense que les Danois peuvent être très fiers de leur système. C'est que chaque étudiant, donc à partir de l'âge de 18 ans, chaque étudiant reçoit individuellement un salaire pour étudier. Ah. Donc, un salaire qui est autour des 800 €, peut-être un peu plus, sur lequel il paye des impôts. Et voilà, donc il y a ça. Et en plus, toutes les études sont gratuites. Donc, quel que soit le domaine que tu étudies, tout est gratuit. Parce que moi, par exemple, en design industriel, pour trouver des études gratuites, c'est pas forcément évident. Donc, tu peux partir dans le privé. Enfin, voilà. Mais au Danemark, tout est pareil. Donc, en fait, moi, je trouve que ça donne vraiment une plus grande égalité des chances, en fait. Et à 18 carrément. ans, on est vraiment indépendant de ses parents. Cool. Oui. Est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es quand même dit, bon, le Danemark, c'est bien sympa, mais je pense pas que je vais y rester. Qu'est-ce que je fous là? Ou est-ce que tu t'es posé tu t'es dit ce genre de choses? Oui, bien sûr, hein, bien Ouais. sûr. Je pense que c'est le questionnement de tout expat, hein, tout expatrié. D'ailleurs, on parle souvent, tu sais, de ce cycle de l'expatriation, que quand tu arrives, tu vois les 18 premiers mois, c'est la lune de miel, tout est bien, tout est parfait. Et ensuite, tu rentres dans cette période de questionnement profond, de choc des cultures, de choc des valeurs. Et puis, et ensuite, soit tu pars, soit tu restes, et puis
tu t'habitues et tu te fais à cette nouvelle culture. Donc forcément, moi, je suis passée voilà, par ce cycle plusieurs fois aussi. Et puis oui, plein de fois, plein de fois, je me demande est-ce que je reste, est-ce que je pars. On fait toute la liste voilà, des pros and cons. Et puis voilà, Mhm. on se rend compte qu'il y a de belles choses ici, de très très belles choses ici qui nous font rester. Et voilà. Et puis bon, bah, je pense que quand on commence à être expat et citoyenne du monde, entre guillemets, Mhm. on laisse un peu un morceau de soi-même dans les différents pays dans lesquels on va vivre et tout. Et on est partagé entre plusieurs identités, plusieurs cultures. Et bon, c'est quelque chose de riche, de difficile à vivre parfois, mais de riche. Oui, de toute façon, j'ai l'impression que qu'on soit expatrié ou qu'on soit en France, on vivra ces moments où on se pose ces questions parce qu'on Oui, évolue et on a souvent, on se repose. Et je pense que c'est une bonne chose justement de se remettre en question et oui, de se dire, bah non, bah finalement, je suis bien. Et voilà, je sais pourquoi je suis bien, donc je trouve que c'est quand même oui. important. Et donc, du coup, si par contre, tu pouvais parler à Cynthia quand elle a reçu cet appel qui allait tout changer, est-ce que tu lui passerais un petit message? Non, mais en fait, voilà, le petit message que je lui passerai, c'est bon, de faire exactement finalement ce qu'elle a fait, c'est-à-dire être partie sans trop se poser de questions. Puis bon, en même temps, je lui souhaiterais d'avoir quand même davantage confiance en elle, voilà, d'y croire et d'avoir, oui, d'avoir davantage confiance en elle et que notre différence culturelle, c'est notre richesse. Et je lui aurais demandé quand même de mieux se préparer à, à l'anglais. La langue, ça aurait, oui, voilà, ce serait bien. D'ailleurs, je conseille, oui, tout le monde, oui, l'anglais, c'est vraiment ce qu'il y a à apprendre en priorité comme langue. Ouais, non, c'est clair. Et s'il y a une personne qui t'appelle demain et qui te dit, écoute, j'envisage de m'expatrier au Danemark, est-ce qu'il y aurait en dehors, ben là, tu viens de le dire, l'anglais, autre Oui. chose que tu passerais comme message? Alors, comme message, oui, déjà, je lui dirais, regarde bien où tu t'expatries au Danemark, hein, parce que, voilà, est-ce que tu t'expatries à Copenhague ou est-ce que tu t'expatries, voilà, dans mon village des Pilounes, donc vois un peu ce qui te correspond. Oui, prépare-toi un choc culturel, même si on a tendance à penser que c'est l'Europe, c'est pas loin, il n'y a pas vraiment de choc culturel. Si, il y en a un grand. Déjà, bon, le Danemark, c'est une société scandinave avec des valeurs différentes des nôtres. C'est une société matriarcale. Et puis, donc, tout est différent, en fait. Et ce qui est magique, ce qui est magnifique, et vraiment ce qui parfois nous met au pied du mur hein, pour repenser et réévaluer tout ce à quoi on croyait. Et au final, non, c'est peut-être pas la bonne façon de voir les choses ou de faire les choses. C'est simplement, ouais, il faut simplement avoir une grande ouverture d'esprit et puis se préparer au choc des cultures, oui. Mhm. Donc nous qui avons cette réputation d'être râleurs, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, est-ce que toi tu les vois justement être heureux par rapport aux Oui, en Français? fait, oui, je les vois être heureux, mais c'est pas dans le sens être heureux, ah, on rigole tous les jours et puis on a un grand sourire et ils sont pas du tout extrovertis, c'est l'inverse des Américains. Mhm. Donc, ils sont très réservés, très introvertis et on prend ça comme un manque d'intérêt, en fait, pour nous. En fait, c'est plutôt une marque de respect qu'ils ont, c'est respecter l'autre et puis en fait, ils ont juste une définition différente d'être heureux ou du bonheur. On appelle ça, donc en anglais, on dit contentment, c'est-à-dire plus se contenter en fait des choses essentielles, des choses que l'on a. Voilà, on a un toit, on a de l'argent, il y a du travail pour tout le monde. À partir de là, on est heureux et on fait en sorte de garder cette vie harmonieuse, de garder cette société très harmonieuse. Donc en fait, c'est plus ça la définition J'adore. du bonheur pour eux, c'est de savoir voilà se retrouver en famille autour d'un bon repas avec les bougies et de savourer ce moment-là et de s'arrêter pour dire waouh, Hugo, how Hugo it. Donc voilà, c'est super cosy, hein. Mhm. Et puis
Donc voilà, savoir savourer ces petites choses, en fait, c'est plus ça la définition du bonheur pour eux. Ils ont juste un niveau d'exigence et d'attente que je trouve en général un peu plus... Voilà, ils sont plus facilement heureux. Non, j'adore. Parce qu'on a tendance à prendre pour acquis le fait qu'on a la santé ou le fait qu'on a une voiture et un salaire et un toit. Voilà. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui prennent pas ça pour acquis et qui, au quotidien, se rendent compte que c'est pas une chance, mais c'est quelque chose de bien et qu'on devrait être content. Non, c'est super. Et donc, pour conclure, qu'est-ce que tu voudrais partager comme citation avec moi-même et avec nos auditeurs et auditrices? Alors, j'ai cette citation d'Ursula Le Guin qui est « Un adulte créatif, c'est un enfant qui a survécu ». Et en fait, ça me parle personnellement parce que pour moi, c'est voilà, rester enfant, c'est rester créatif. Et quand on est créatif, c'est imaginer tous les possibles. Et donc, les possibles qui incluent le fait de s'expatrier et de tenter de nouvelles aventures. Pour moi, c'est l'enfant qui sommeille en moi qui fait ça. Génial, merci beaucoup. Donc du coup, oui, je sais pas si tu veux parler de ton blog ou de ton compte Instagram, parce que toi, tu fais aussi des choses pour encourager les femmes. Oui, donc avec 3 autres femmes expatriées ici au Danemark, on a créé ce groupe qui s'appelle She Lab. Et en fait, donc, nous, c'est surtout autour des femmes conscientes et du leadership avec authenticité. Donc, on réfléchit vraiment sur trouver notre essence, notre équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine afin d'être des leaders, des managers de pleine conscience. Donc, voilà, ça s'appelle She Lab. Et puis, on construit on construit notre site. En ce moment, on est en train d'écrire un livre aussi. Affaire à suivre, mais on veut vraiment faire en sorte que les femmes se retrouvent entre elles, qu'on ait des événements de networking pour se soutenir les unes les autres et puis pour apprendre aussi Super. les unes les autres. Super. Oui, de toute façon, je mettrai les liens dans la description du podcast. Donc, en tout cas, je te remercie énormément. Donc, si vous avez aimé cet épisode, surtout, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sur Apple Podcasts, puisque les autres plateformes d'écoute ne nous laissent pas cette possibilité. Ou sinon, vous pouvez venir mettre un petit commentaire sur Instagram, sur FiExpat. Donc, voilà, je te remercie beaucoup. Donc, je ne sais pas comment on dit au revoir en danois. Farvel. Farvel. Oui. Super. Eh ben écoute, encore merci beaucoup, je suis super contente. Et puis bonne continuation pour la suite. Merci à toi aussi, merci de m'avoir reçue. Bye.